Bonjour, retour à la revue de presse avec Olivier Delamarche, gérant de Platinium Gestion, que vous connaissez bien maintenant depuis ces quelques années qu'il sévit sur BFM et également avec nous de temps en temps sur la revue de presse. Alors, Olivier Delamarche, demain, François Hollande démissionne. Il faut trouver très vite un ministre des Finances. Oui. On vous choisit comme ministre des Finances. Alors, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Déjà, je fais le grand ménage. C'est-à-dire dans le truc qui fait un peu portique, là. À Bercy. Je ne le fais pas sauter, mais comme les bonnets rouges, mais je fais le grand ménage à Bercy. Il y a un certain nombre de choses à faire, mais le problème, c'est que aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est allé beaucoup trop loin en termes de dette, en termes de planches à billets un petit peu partout dans le monde. Et je pense qu'on peut essayer de faire certaines choses, mais je pense surtout qu'il est trop tard. C'est-à-dire que pour moi, on a dépassé et de loin le point de non-retour. Donc, on va être obligé, malheureusement, de payer l'addition et ça risque d'être assez sévère. Olivier, on vous installe dans le bureau du ministre des Finances. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous virez du monde, déjà, à Bercy, vous faites le ménage. Ensuite, il y en a quelques-uns. Ensuite, numéro 2. On peut, ce que je vous disais tout à l'heure, instaurer un vrai régime de responsabilité au niveau de la direction des banques et des institutions. Vous les nationalisez? Sur les banques? Oui. Très probablement, oui. D'abord, je les nationalise, mais pas pour les nationaliser, parce que je pense que l'État est bien incapable de gérer quoi que ce soit. Et donc, pas pour les nationaliser, mais simplement pour remettre la main dessus, virer les gens qui sont aujourd'hui à la tête des banques et remettre un peu d'ordre là-dedans, c'est-à-dire les empêcher d'avoir du levier sur ces niveaux-là et séparer les activités de marché, c'est-à-dire de revenir à un Glass-Steagall Act, c'est-à-dire une séparation très nette entre les banques de marché qui font mumus sur les marchés et si un jour elles prennent une mauvaise décision et qu'elles plongent, elles plongent. Mais elles plongent toutes seules, et des banquiers qui font leur métier de banquier, qui est, je rappelle, pas de jouer sur les marchés, mais de prêter à l'économie, ce que, évidemment, ils ne font plus depuis des mois et 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 des années. Et donc, voilà, déjà, ça sera déjà pas mal, mais il ne faut se faire absolument aucune illusion, ça ne réglera pas tout, loin de là. Il y a aujourd'hui, on a un stock de dettes inimaginable et malheureusement, il faudra d'une manière ou d'une autre qu'on solutionne le problème. Voilà. Est-ce que vous acceptez la dette américaine, les planches à billets américaines et des Japonais et des Anglais? Est-ce que je l'accepte? Oui. Mais c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous voulez? Même ministre des Finances, vous allez leur dire quoi aux Américains? Si jamais vous continuez la planche à billets, je vous envahis, non? Donc, forcément... Non, mais vous pouvez le refuser, par exemple, en disant on ne rembourse pas. On ne rembourse pas. Non, mais vous pouvez très bien ne pas rembourser, mais malheureusement, je vous rappelle qu'ils sont un tout petit peu plus puissants que nous en termes de militaires et que quand vous dites à quelqu'un je ne vous rembourse pas, ça peut se finir assez mal. D'accord, donc vous pensez que... Attendez, je ne sais pas, moi, imaginez, vous me devez 1 million d'euros et vous me dites je ne vous rembourse pas, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez envoyer les huissiers? Non, je vous mets ma main dans la figure. Oui, bon. D'accord, bon, ça avance pas. Pour commencer, oui, mais ça soulage. Ouais. Ok, ensuite? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences. Vous pouvez pas... j'ai entendu plusieurs fois des politiques dire, bah oui, de toute façon, on sait très bien que la dette, on la remboursera pas. Cette dette ne sera jamais payée. À aucun moment, jamais dans l'histoire, des dettes de cette ampleur n'ont été payées. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là, à l'intérieur duquel se pense la politique des Français et la politique de l'Europe. Cette dette ne sera jamais payée. Monsieur, plus on essaye de payer cette dette et moins on y arrivera. Ce qui veut dire que vous allez ruiner tous ceux qui ont prêté à l'État, y compris les Français. Attali, la moitié des Français. Attali. Non, ça ne serait pas d'un trait de plume, pour la bonne et simple raison que la dette, elle est détenue par des gens, et par des gens
par vous, par moi, par tout le monde. Aujourd'hui, vous avez un compte en banque, vous avez un Codévi, vous avez de la dette, vous avez un PEL, vous avez de la dette, vous avez un livret A, vous avez de la dette, vous avez une assurance vie, vous avez de la dette. Donc vous avez de la dette partout. Donc ça veut dire que si l'État tout d'un coup dit je ne rembourse pas, il ruine tout le monde. Voilà, il ne ruine pas simplement Liliane de Bettencourt, il ruine tout le monde. Bon, donc vous pouvez pas, à chaque fois, c'est des solutions comme ça à l'emporte-pièce sans imaginer les conséquences derrière. L'Argentine a bien dit, on ne rembourse pas la dette, rappelez-vous. 2001, l'Argentine est au bord du gouffre. Les rues de Buenos Aires à feu et à sang. L'État est en faillite, sa dette publique a explosé. Le gouvernement bloque l'argent des particuliers. L'heure est à la survie, la rue a faim. Un an plus tard, l'État argentin change radicalement de cap. Il refuse d'appliquer l'austérité et se lance dans une politique d'aide aux plus démunis, avec pour objectif de relancer la consommation et dans le même temps, l'État joue sur sa monnaie. Le gouvernement a dévalué, a suspendu la parité et a dévalué le dollar, désormais valait 3 pesos. Donc ça a rétabli des marges de manœuvre pour les producteurs argentins et le gouvernement a renoncé à recourir au FMI, a suspendu le remboursement de la dette. 10 ans après la faillite, le prix Nobel américain d'économie Paul Krugman plébiscite la politique économique de l'Argentine. Elle serait un modèle de sortie de crise à suivre. Je ne vous dis pas que c'est pas ça qui finalement arrivera. Je vous dis simplement qu'il faut quand même se dire que ça ne va pas se passer comme ça, avec un claquement de doigts, en disant tiens, demain je ne rembourse pas, et hop, ça y est, c'est fini, et tout va bien. Non, il y a des conséquences. Vous plongez le pays dans une récession phénoménale pendant X années, exactement comme ça s'est passé en Argentine. Donc, vous acceptez toute la dette. Et donc, c'est pas que j'accepte toute la dette. Il y en a une, elle existe, elle est là. Vous pouvez en effet la rayer et refuser de la payer, mais d'accord, mais vous ruinez tout le monde. Voilà, d'accord. Moi, je suis très surpris aujourd'hui parce que je trouve ça ahurissant qu'il n'y ait pas du tout dans nos élites de gens qui, visiblement, réfléchissent à comment se débrouille-t-on avec une croissance de 0,5 ou 0,6. C'est-à-dire qu'ils sont tous là en train de nous annoncer des croissances phénoménales pour l'année prochaine, et puis si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera l'année suivante, en nous disant qu'on va revenir sur des croissances de 3 à 4%, ce qui ne sera jamais fait, je vous l'annonce, c'est sûr et certain. Donc vous ne retomberez pas sur ces 3% de croissance, et aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir comment on fait quand on a 0,5% de croissance. Ce serait intéressant quand même de bosser là-dessus. Ah ouais, mais il n'y a personne. Parce que ça va être la vraie question. Ce n'est pas une variable sur laquelle vous avez le pouvoir de décider que l'année suivante, vous ferez 3%. C'est une donnée. Selon les dernières prévisions économiques de la Commission européenne publiées mardi, la zone euro sortira bien de la récession l'an prochain, mais connaîtra une reprise un peu moins forte que prévu, avec une croissance de 1,1% au lieu des 1,2% prévus précédemment. Bruxelles prévoit une croissance de 1,7% pour 2015. La France échappera de justesse à la récession en 2013 avec une prévision de 0,2% de croissance. Démerde-toi avec ça pour que les gens vivent à peu près bien, pour faire baisser le chômage, pour rembourser la dette, ça va pas être facile, tout ça avec du 0,5. Donc, et aujourd'hui, mais j'ai pas la solution. Je dis aujourd'hui, je suis très, très étonné tout de même que personne aujourd'hui ne bosse là-dessus en se disant, voilà, j'ai un certain nombre de données, qu'est-ce que j'en fais ? Pour l'instant, c'est évidemment beaucoup plus facile de vous annoncer que vous ferez 3% de croissance l'année prochaine. Comme ça vous règle vos problèmes, enfin une partie. À ce moment-là, donc vous prévenez les Français que le chômage ne fera que continuer à augmenter. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Donc vous leur dites clairement. Mais non, mais c'est une évidence. Non, ce n'est pas une évidence pour moi, M. Hollande. Rappelez-vous. Nous avons inversé la courbe du chômage, je vous rappelle quand même. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Inverser la courbe du chômage d'ici un an, un défi de taille pour les économistes.
Pour moi, c'est un pas risqué parce que pour résoudre le problème du chômage, il faut créer 3 emplois pour qu'il y ait un chômeur de moins. Alors, on sait très bien qu'en France, on n'en est pas là. Limiter la casse en attendant la reprise, il faut à la France 1,5 point de croissance pour créer des emplois, loin des 0,3% prévus pour cette année par le FMI. Vous savez ce qui a circulé, la seule courbe qu'il a inversée, c'est l'âge de ses maîtresses. Oui. Mais jamais vous ne pouvez... aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aux États-Unis, dès 2006-2007, les entreprises américaines ont viré à tour de bras leurs salariés. On va voir ça tout à l'heure. Elles sont allées très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Conséquence logique, les entreprises américaines, aujourd'hui, ont des marges brutes, ce que EBE sur VA, excédent brut d'exploitation sur valeur ajoutée, le vrai résultat d'exploitation, hors résultat financier et autres, cette marge-là est la plus élevée qu'on ait jamais eue aux États-Unis. Bien plus qu'en 66, qui était le précédent record, etc. Très bonne année. C'était ma date de naissance, donc très bonne année. C'était, à ce moment-là, le précédent record. On était autour de 31 sur la marge brute. Aujourd'hui, vous êtes à 33. Donc, réellement, vous avez eu une très forte augmentation de la marge. Pourquoi? Parce que vous avez viré tout le monde. Forcément, vous diminuez vos coûts salariaux et à ce moment-là, vous faites plus de marge. Mais c'est une illusion, ça. En revanche, en France, c'est l'inverse. Les entreprises françaises ont les marges au plus bas. Pourquoi elles ont les marges au plus bas? Tout simplement parce qu'elles ont beaucoup moins viré que les États-Unis. Donc, si elles veulent récupérer des marges, ça ne sera pas par le pacte... comment il appelle ça, là, son pacte, machin? Oui, donc, de responsabilité. Voilà, ça ne sera pas par le pacte de responsabilité, mais ça sera au contraire en virant des gens. Donc, et là, en fait, le pacte de responsabilité, c'est ça, c'est le pacte de virer des gens, en fait. Mais oui, et donc vous allez avoir... en effet, des vagues de licenciements dans les entreprises françaises parce qu'il faudra essayer de faire remonter les marges. Donc, elles vont le faire. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et ce qui est amusant, c'est que, pour moi, Bernanke et sa politique de planche à billets, qui, soi-disant, je vous rappelle, était là pour faire diminuer le chômage, est d'une bêtise crasse parce que ça fait très exactement l'inverse. Alors ça, il ne l'a toujours pas compris, le garçon, mais quand vous faites de la planche à billets, une politique de planche à billets, qu'est-ce qui se passe? Vous faites monter le prix de ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire le prix des matières premières, le prix des produits intermédiaires, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des entreprises qui, pour défendre leurs marges, virent. Donc, plus vous faites monter les matières premières, plus vous faites monter le prix de l'énergie, du pétrole, de l'électricité, etc., et plus les entreprises, pour essayer de conserver leurs marges, vont virer des gens. Le pouvoir d'achat des consommateurs américains a baissé au mois d'août selon les chiffres du département du commerce américain qui publie une forte progression mensuelle de l'inflation. Selon ces chiffres, les prix à la consommation ont bondi de 0,6% en août par rapport à juillet. Cette hausse est la plus forte depuis juin 2009 en rythme mensuel. Le département du commerce note que 80% de cette hausse découle de la hausse des prix des carburants liée elle-même à la progression des cours du pétrole brut. Donc, le quantitative easing, j'ai une mauvaise nouvelle pour M. Bernanke et pour sa successeuse, Mme Yellen. Malheureusement, les quantitative easing ne font que faire augmenter le chômage, et pas le contraire. Et bon, ce qui était amusant, c'est de voir sans arrêt les gens qui s'étonnaient que le chômage de masse continue à augmenter aux États-Unis. Non, il n'y avait pas d'étonnement à avoir. C'était assez facile à prévoir parce que ça marche comme ça. Et donc, croyez-moi, en France, ça va continuer à augmenter. En fait, techniquement, vous dites que la situation n'est plus contrôlable. Aujourd'hui, malheureusement, je ne vois pas très bien ce que même si vous prenez Bercy, ça ne servira à rien. Non, c'est bien ça. Mais parce que c'est trop tard. Enfin, je veux dire, il y a un moment...
On est dans une période où, et dans des sociétés où la sanction n'existe pas. Enfin, moi, ça me fascine. Quand on fait des conneries depuis des années et des années, à un moment, vous les payez. Voilà. Et alors, malheureusement, c'est nous qui allons payer les conneries de nos élites, ça d'accord, mais ça n'empêche qu'on va les payer. Et que ça ne sert à rien de dire ah mais non, il va y avoir un miracle qui va faire qu'on va passer au travers, qu'on va passer à côté. Non, il n'est pas toujours possible de compter sur un miracle. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je veux bien prendre la tête de Bercy. Malheureusement, je vous dis, ça ne changera pas grand-chose. Parce que, parce que vous êtes allé trop loin, parce que vous avez fait trop de bêtises, et qu'à un moment, vous réglez l'addition, puis c'est tout. Quoi qu'il arrive. Vous pouvez avoir un très bon avocat si devant vous pensez que ça va se terminer flics, dans vous une avez guerre tué une civile, en petite fait vieille, malheureusement, vous allez en Olivier, tôle, vous pensez que ça va se terminer dans une guerre civile, tout ça? Non, je dis que simplement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous ne me rendez pas mon million, je vais vous en coller une. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de gens réagissent quand on les ruine, quand on leur tape sur la tête un peu trop. Au bout d'un moment, ça les fatigue et ils se révoltent. La journée contre l'austérité s'est soldée par une violente confrontation en Italie. À Rome, des cortèges de lycéens et d'étudiants sont venus grossir les rangs des ouvriers et des employés. Le face-à-face avec la police anti-émeute s'est transformé en bataille rangée. À Brescia, dans le nord de l'Italie, les policiers ont chargé pour disperser les protestataires qui se rendaient vers la gare. Au moins 3 manifestants ont été interpellés. À travers toute l'Italie, près de 80 manifestations anti-austérité ont été organisées. Techniquement, vous parlez d'une révolution. De plutôt inquiétant. Non, mais je ne la souhaite pas, c'est tout ce que je dis. Oui, je mais dis vous en parlez. Je dis simplement, oui, attendez, il faut quand même lisez, on a tous lu des bouquins d'histoire. En général, ça se termine mal, oui. Souvent. Donc après, c'est pas souhaitable, mais souvent, ça se termine mal. Alors justement, ça se termine déjà mal. Alors on va vous donner la liste des licenciements, parce que ça va avec la planche à billets. Alors le plus grave pour moi dans la liste de licenciements de cette semaine, c'est Continental Nutrition. Alimentation pour chats et chiens. Cela veut dire que les Français, qu'ils ont décidé de faire des économies sur la nourriture de leur animal de compagnie. Et ça, c'est un signal d'alarme que je considère gravissime. Les Français sont le numéro 1 en Europe à donner de l'amour et de l'attention à leurs animaux de compagnie. S'ils grattent sur les boîtes de ronron et autres canigous, imaginez les tours de passe-passe qu'ils sont obligés de faire avec leur budget nourriture. Résultat, une PME est en danger. Et donc d'ailleurs, les salariés ont défilé, ont fait grève devant le Crédit Agricole auquel ils demandent des sous. Et justement, ils ne leur prêtaient pas. Donc ça serait intéressant de voir comment ça va se terminer. Voilà. Alors, Continental Nutrition, aliments, etc. pour chiens et chats, va virer entre 140 et 180 personnes. Donc c'est dans Newsbank. Merci à Madame Landry. Julius Baer, qui est un banquier. C'est la banque suisse, Julius Baer. Banque suisse, 230 banquiers. C'est dans la tribune de Genève. Alors, KPN en Hollande va licencier entre 1500 et 2000 personnes. Et donc, merci à Linda qui nous a envoyé ça. C'est une information du Télégraphe. Alors, je rappelle, tout ça, c'était la semaine dernière pour nous, techniquement. Alors, vous avez tous les liens sur quotidien.com, bien entendu, tout ça est listé. La librairie Priva à Dijon, 60 années d'existence, 23 personnes virées. Donc c'est dans le bien public. Voilà. Donc c'est Eric qui nous l'a signalé. Alors de son côté, la multinationale Procter & Gamble s'est progressivement débarrassée depuis octobre de 200 salariés à Genève. Donc même chez les Suisses, les multinationales suisses licencient à tour de bras. Et donc c'est sur la RTS, merci à Madame Haussmont. Johnson Chimie va sabrer entre 300 et 400 personnes de plus, ici, Journal Times. L'opérateur mobile Mobistar se sépare de 200 personnes sur les 1650 salariés. Donc c'est dans la Nouvelle Gazette. Merci à Monsieur Boukens. Le transporteur Synergie Froid, en liquidation judiciaire avec 49 salariés dans le Journal des entreprises. Et ça, c'est victorien. Alors Dell, les ordinateurs,
va sabrer de 2000 à 3000 personnes, rien que ça. Donc lire le site Recode. Volvo, c'est Volvo Truck. Volvo Truck, oui, c'est Renault Volvo Truck. Va se séparer de 2300 salariés de plus, soit 4400 au total. Merci monsieur Hubert. KKK. Voilà. Merci à monsieur. J'ai oublié de mettre le lien. Voilà. C'est tout simplement aussi simple que ça. Tiens, un nouveau journal. Oui, c'est un nouveau journal. Alors, Simocal dans les Ardennes a été liquidé, 16 personnes sur le carreau, donc c'est sur Radio 8 FM. Merci à monsieur Techer. Le Vert Vallon, 500 emplois en danger. Lire ici 7 sur 7, ça c'est un... 7 sur 7. C'en est un vrai, merci à monsieur Nichols. Voilà. Alors, Nimk à Strasbourg veut virer 50 personnes et c'est dans Usine Nouvelle. Merci à monsieur Nardella. Home Market Belgique, ferme 223 personnes seront licenciées. Lire ici la province. Merci à monsieur Scott. Maître Océan, plat surgelé, donc dans le Morbihan à Auray, a été liquidé. Donc là aussi, 24 personnes sont sabrées. C'est dans Ouest France. Et donc c'est tous les lecteurs qui me l'ont signalé. La société Brisson, Pruneau. Ouais, ils sont pour un sacré là. En liquidation judiciaire, 70 postes supprimés. Lire le Sud-Ouest. Merci à monsieur Kekmeti. Sony licencie encore, cette fois 5000 salariés dans son département PC Vaio. Hein, donc vous vous souvenez de ces super ordinateurs, mais ils arrêtent du jour au lendemain, boum. Là, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a juste j'en profite comme ça, parce que j'ai vu passer ça hier. Le conseil d'administration de Microsoft demande à Microsoft d'arrêter toute la ligne Xbox du jour au lendemain, ainsi que les tablettes. J'aime bien les mecs, du jour au lendemain, ils dépensent des milliards, et puis ensuite, paf, en une seconde, tu vois, on arrête tout. Boum. Moi, ce qui m'amuse le plus sur Sony, c'est que Sony a été noté par, alors je ne sais plus si c'est Moody's ou Standard & Poor's, en junk bonds. La dette de Sony. Junk bonds ? Oui. Ah oui ? Et alors que je rappelle quand même que Sony est un gros exportateur et que donc il devrait bénéficier pleinement de toutes les mesures de monsieur Watanabe. Oui. Eh oui. Eh oui. Alors, la société Volner à Nogent-l'Artaud est placée en redressement judiciaire. Les fours sont à l'arrêt et vont certainement y rester, nous dit notre lecteur Johan. 55 salariés en danger dans le même secteur, la société 3D-Com de Oulchy-le-Château. Voilà. À Monaco, le célèbre Borg-Warner va sabrer 200 personnes et fermer son usine. Il y a ici Usine Nouvelle. Oui, alors Borg-Warner, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est toutes les transmissions, notamment les transmissions automatiques, notamment des Mercedes, Porsche, etc. C'est vraiment du... Je ne savais même pas qu'ils étaient installés, je ne savais même pas qu'il y avait une usine à Monaco. Non mais c'est vrai, je ne savais pas qu'ils pouvaient se permettre une petite pollution comme ça avec des... Alors la chaîne de boutique Radio Shack, alors ça c'est étonnant, Extendi va fermer, alors carrément, là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, 500 boutiques aux États-Unis. Boum. Donc c'est de la vraie reprise, ça sent la vraie reprise, c'est très clair. Et donc grosso modo, c'est entre 3000 et 5000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Un politicien argentin se sépare de 170 fonctionnaires. Ça, c'est pas un mal. Via YouTube. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est via YouTube. Il a enregistré un truc YouTube, il a dit vous êtes tous virés. C'est fort. Ah oui, tu vois, ça t'économise toute la lettre recommandée. Tu vois, si tu as 300 personnes à virer, ou même 170, ça te fait 170 lettres recommandées économisées. Ah oui, il n'y a pas de petites économies. Donc merci à Béatrice. AstraZeneca, pharmacie, vire 550 salariés de plus aux US. Oui, là c'est dans Fierce Pharma. Alors dans le même genre, donc US Steel, alors ça c'est important parce que c'est de l'acier, donc c'est vraiment de la matière première. Hein, donc ça préfigure ce qui va se passer l'année prochaine en fait. Hein. US Steel vire 175 ouvriers, donc c'est dans de SPEC. Encore un diocèse catholique américain en faillite. Oui, alors ça c'est étonnant, hein, de plus en plus de diocèses évêchés américains déposent le bilan. Donc ça c'est sur KXV, mais c'était juste une parenthèse. Parce que là on a 2 papetiers. Papetier américain, East Mill Knocket, vire 212 ouvriers dans le main business. Et le papetier international Pepper va virer 500 ouvriers dans... Via TV. Via TV. Donc ça fait quand même 700 personnes dans le domaine du papier. Hein.
On voit là la disparition même de l'industrie du papier. Hein. On voit bien qu'on passe de l'industrie on passe de l'ère de l'écrit, à l'ère de l'image. Hein. Là, c'est très net. Attention, il y a plein de papiers et en général, la santé des papeteries, c'est aussi la santé de l'économie. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis. Faire attention. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, puisque moi je disais qu'on pouvait s'attendre à une récession aux États-Unis, soit d'ici la fin de l'année, soit tout début d'année prochaine. Mais je pense que c'est pas encore dans la tête des gens. US Steel, pour moi, c'est une entreprise stratégique. Donc, si son carnet de commandes est en baisse de 30-40%, il a pris la décision mécanique de s'alléger. Hein. Disney Video Games va sabrer 400 personnes sur 3000. Donc c'est dans la presse. Merci à Valérie. Alors la presse quotidienne française a vu ses chiffres de vente en berne et elle va encore licencier. Et alors ça a déjà été donné, j'en ai parlé, c'est Airbus. Mais Airbus donc prévoit d'autres licenciements au Mureau. Hein, et c'est dans Paris Dépêche. Merci à Aethos. Il y a Howard University qui vire 200 personnes sur 5400. C'était dans le Washington Post. Et je répète à nouveau, en 2013, la France a perdu 63 000 entreprises. C'est dans Lyon Magazine. Merci à Aethos. Donc, merci aux lecteurs. Voilà, donc là, on voit que le rythme des licenciements en France, aux États-Unis, au Canada, c'est absolument effrayant. Le chômage atteint un nouveau record historique en Espagne. Le pays compte désormais 6 200 000 emplois. Selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, parmi les pays de l'Union européenne, avec 27,16%, le taux de chômage en Espagne se situe à peine derrière celui de la Grèce. L'inactivité touche principalement les jeunes. Plus de 57% des chômeurs en Espagne ont entre 16 et 24 ans. Je disais qu'on allait avoir une récession aux États-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a épuisé à peu près tous les subterfuges qu'on pouvait avoir pour maintenir les marges à des niveaux élevés. C'est-à-dire qu'on a viré à peu près tout le monde aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a une limite. C'est-à-dire que quand vous avez viré et qu'il ne reste plus que le patron et l'hôtesse d'accueil, c'est un peu compliqué de continuer. Donc, mais les dividendes sont très bonnes là-dessus. Non, mais ça, super, mais il faut quand même laisser deux, trois personnes dans la société pour travailler. Et donc, on arrive aux limites de ça, je pense, ou en tout cas, on n'en est pas très, très, très loin, et que maintenant, on risque d'avoir une assez forte baisse de la productivité aux États-Unis, puisque la productivité n'était que du fait des licenciements et non pas d'un progrès technique extraordinaire. Donc je pense qu'on arrive au bout, qu'on a toujours et encore malheureusement des matières premières et de l'énergie qui coûtent quand même des prix qui n'ont rien à voir avec les prix normaux à ce moment-là du cycle. Hein. On est toujours à $110 le Brent en Europe, on est à $100 sur le WTI. Donc ça veut dire qu'on est sur des prix qui sont très élevés. Et donc aujourd'hui, avec petit à petit tous les moteurs de croissance qui s'éteignent, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les BRICS, les marchés émergents, la Chine, le Japon, l'Europe, parce que c'est très bien de fabriquer des produits, mais après il faut les vendre. Donc aujourd'hui, les États-Unis ont reconstitué des stocks, les Américains ont tapé dans leur épargne, etc. Mais tout ça, c'est des one-shots, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas chaque mois taper dans votre épargne. À un moment, vous n'en avez plus, donc vous vous arrêtez. Et là, j'ai bien peur que cette fois-ci, on n'ait plus vraiment de levier pour agir et pour essayer de relancer une activité qui va petit à petit diminuer. Pourquoi ? Parce que vous avez un retour par ce qu'on appelle la top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Les gens que vous avez virés, ils ont plus de chômage, ils ont plus de sous, donc ils n'en dépensent plus. Et comme le PIB, je vous le disais, c'était 70% à 70% la consommation. Eh bien, à un moment, vous ralentissez. Là-dessus, comptez sur Madame Yellen pour, au premier coup de semonce, pour remettre
du quantitative easing, mais ça n'empêche que cette fois-ci, comme l'autre fois, ça ne fonctionnera pas au niveau économique, que ça fonctionnera peut-être quelques jours sur le marché, mais pas beaucoup plus. Et donc, on est probablement, oui, à la veille d'une récession. Alors, est-ce que c'est la veille ou est-ce que c'est l'avant-veille? Est-ce qu'on l'aura d'ici la fin 2014 ou début 2015? Il est probable quand même qu'on y arrive assez vite, parce qu'il n'y a plus grand-chose comme parachute. Donc, à ce moment-là, vous vous écrasez. Ah, mais c'est Voltaire qui disait que si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, il fallait sauter derrière lui parce qu'il y avait de l'argent à gagner. Mais là, manifestement, il n'y a même plus de parachute doré, quoi. Non, mais il n'y a plus de parachute. Il n'y a plus de parachute parce que ça fait l'air de rien, ça fait tout de même depuis 2007-2008 qu'on fonctionne avec des artifices, quoi. Donc, il y a un moment où il va falloir malheureusement qu'on montre nos jeux. Ça, vous l'avez aussi en Europe. En Europe, vous avez Mario Draghi qui nous a fait un somptueux coup de bluff l'année dernière en nous disant « je défendrai l'euro jusqu'à la mort ». Mario Draghi a fait l'éloge de la force et de la permanence de l'euro. Je n'ai aucun doute sur la force de l'euro, sur sa permanence, sur son irréversibilité, a déclaré Mario Draghi. N'oublions pas que ce concept était un élément clé du traité de Maastricht. La monnaie unique est irréversible, a conclu le président de la BCE. Oui, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et donc, il est probable quand même qu'à un moment, les marchés le testent en disant « c'est bien de nous dire que tu es le plus fort, montre-nous ». Et ce jour-là, ça risque d'être un petit peu embêtant parce que, l'air de rien, uniquement sur les paroles de M. Draghi, les taux espagnols ont baissé, les taux italiens ont baissé, les taux de tous les périphériques ont baissé, alors qu'il n'y a rien de réglé, que ces pays-là ont toujours plus de non seulement il n'y a rien de réglé, mais le chômage des jeunes, le chômage global continue, bien sûr. Maintenant a explosé depuis 2008, c'est ça qu'il faut ça, voir. Moi, je trouve ça assez fascinant, c'est la capacité des gens à croire ces gens-là. C'est-à-dire qu'il suffit que M. Rajoy dise ça y est, on est reparti, pour que tout le monde pense que l'Espagne est repartie. Le chômage est reparti à la hausse en fin d'année en Espagne après 2 trimestres consécutifs de baisse. Alors que le pays vient de sortir officiellement du plan d'aide pour ses banques, il renoue timidement avec la croissance, mais une croissance trop faible pour permettre le retour à la création d'emplois. En décembre, 40% des contrats signés étaient des CDD, comme mon frère qui était au chômage pendant 3 ans. Je n'ai pas touché d'indemnité pendant 3 ans, comme lui. Les gens ne voient aucune amélioration, dit cette jeune femme. L'inversion de la courbe aura donc été de courte durée. Le taux de chômage a atteint 26,03% au dernier trimestre 2013. Les jeunes sont toujours les plus touchés avec un taux supérieur à 55% chez les 16-24 ans. L'Espagne a malgré tout renoué avec une croissance de 0,3% au troisième trimestre 2013 après 2 ans de récession. Mais sur l'année, le PIB a reculé d'1,2%. La France peut tenir avec combien de chômeurs au maximum? J'en sais rien parce que d'abord, je suis incapable de... Non mais attendez, on est... Officiel, je dis bien officiel. Ah oui, officiel. On est largement au-dessus. Oui. Enfin, non mais officiel. Malheureusement, vous n'avez pas, comme aux États-Unis, des statistiques qui soient des vraies statistiques. Donc, il est difficile de savoir quel est le niveau du chômage en France. Aux États-Unis, on a le BLS, on peut regarder ce qu'il y a dedans, et c'est là que vous apercevez ce que je dis depuis des mois et des mois, qu'on n'est pas à 6,5% de chômage, on est à 18%. Ce qui fait beaucoup, ce qui fait un Américain sur 5, ce qui fait beaucoup de monde au chômage. En France, vous ne pouvez pas faire ce genre de calcul puisque vous n'avez pas les données. On peut estimer qu'ils ont fait les mêmes, comment dire, ils ont bidouillé les comptes, le comptage de la même façon. Non, parce que c'est pas exactement fait de la même façon, c'est pas les mêmes calculs. Oui, vous avez des gens qui sont sortis des listes. Oui, vous avez des gens dont on ne renouvelle pas les indemnités. On le sait à chaque fois que... Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est de s'apercevoir qu'avec toutes ces
comptabilité créatrice, on va les appeler comme ça, pour pas dire autre chose, même avec ça, ils ne soient pas foutus d'inverser la courbe du chômage. C'est ça qui est étonnant. Voilà, avec les contrats aidés, avec les magouilles qu'on peut faire sur le comptage, que même avec ça, ils ne soient pas fichus d'afficher un chiffre positif. C'est juste ahurissant. C'est fort. Voilà, c'est fort. Ça prouve qu'il a bien fait d'ailleurs d'aller aux États-Unis pour apprendre à compter, parce que M. Obama, il va lui apprendre rapidement comment on transforme 18 en 6,5. Hein, parce que ça, il aimerait bien, je suppose, M. Hollande. Voilà. Donc vous nous annoncez une récession américaine typique pour fin 2014 ou mi-2014. Oui, et alors devinez quoi, parce que quand il y a récession aux États-Unis... On dit que quand les États-Unis éternuent, l'Europe a le choléra, quoi. Enfin, si mes souvenirs sont bons. L'Europe se prend un pruneau, quoi. Voilà, c'est un pruneau. Donc, voilà, bon, il y a évidemment, c'est tout simple, hein, les États-Unis, c'est un tiers du PIB mondial. Donc, évidemment, si eux se mettent à ralentir, il est tout de même peu probable que nous, on décolle en termes de croissance. C'est très clair, c'est très clair. Alors justement, pour conclure cette revue de presse, donc, on a une information quand même tout assez intéressante. Figurez-vous que c'est l'évêché de Rouen qui est au bord de la ruine, ben oui, comme les évêchés américains, parce qu'on les a déjà donnés tout à l'heure. Cubitus vend les reliques. Tout le monde se souvient de ce chien sympathique qui s'appelait Cubitus. Alors naguère, c'était un commerce particulièrement florissant. Le roi Saint-Louis avait acheté des plumes tombées des ailes de Saint-Michel. Donc ça veut dire que c'était très important. Le trafic des reliques n'intéresse plus personne aujourd'hui, d'autant plus qu'il est interdit par le droit canonique. Mais, cela n'a pas empêché Monseigneur Descubes de mettre en vente en toute discrétion, lors d'une vente aux enchères à Paris, je cite, de nombreuses pièces d'art appartenant au diocèse, vêtements liturgiques anciens, objets d'art, crucifix, enluminures, calices, ostensoirs, reliquaires garnis, voilà, c'est comme la salade. Bref, des morceaux de corps humain provenant de cadavres de saints. Alors, Monsieur Monseigneur Cubitus n'a pas trouvé de client pour un beau tibia de Saint-Gervais ou une vertèbre abîmée de Saint-Maclou. Ça vous intéresse, Olivier ? Non, moi je pense je n'invente rien. Je n'invente rien. Non, mais c'est intéressant. Ils en sont là, l'évêché. Ils sont en train de vendre un tibia de Saint-Gervais. Qu'ils acceptent que des restes humains autrefois vénérés comme des reliques de saints soient vendus à l'encan est un vrai scandale. Lire ici, donc allez sur quotidien.com, vous avez le lien, et j'ai un lecteur qui m'a envoyé le catalogue de la vente, très très intéressant. Ça me rappelle un petit peu, c'est vrai, 777, la chute de Wall Street et de Vatican, on y est quelque part, c'est quand même fou, parce que pour vendre les os de Saint-Maclou, vraiment, c'est que rien ne va plus. Voilà. Olivier Delamarche, merci à vous. Un dernier mot peut-être pour les spectateurs de la revue de presse. Je peux difficilement passer après Saint-Maclou. Je laisse à Saint-Maclou le mot de la fin. Voilà, donc écoutez, en tout cas, merci à vous, merci à tous les 5 qui nous ont accompagnés, et espérons qu'ils ne seront pas vendus, même si le Vatican et les évêchés font faillite. Merci à vous et à bientôt à la radio. Merci à vous Olivier Delamarche, merci à vous, vous avez été très 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 nombreux à regarder la revue de presse, et je vous donne rendez-vous sur quotidien.com pour les mises à jour habituelles, et bien entendu sur Twitter. Parce que beaucoup de l'actualité économique passe maintenant par mon fil Twitter. Abonnez-vous. Merci, à bientôt.